Bienvenue à tous sur Mathédal. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une série d'exercices portés sur des problèmes d'analyse que j'espère vous trouverez intéressants. Voici le problème 1. En un premier temps, nous allons voir dérouler l'énoncé, puis en un second temps, nous allons passer à la correction. Quoi qu'il en soit, c'est parti. Voici donc l'énoncé. Eh bien, nous voilà partis pour la correction avec la partie A. Pour commencer, d'accord, on définit cette fonction, on demande d'étudier la parité de f. D'abord, on va chercher l'ensemble des définitions. Cette fonction existe si ce qui est sur le ln doit être strictement plus grand que 0 et le dénominateur doit être différent de 0. X différent de 1, donc on va chercher le signe de 1 plus ici sur 1 moins x et notre tableau de signes
l'intervalle qui nous intéresse, c'est l'intervalle moins 1, 1. Donc df c'est l'intervalle moins 1, 1. Si x appartient en DDF, moins x aussi appartient en DDF. Ça, c'est une condition remplie. De plus, si on essaie de calculer f de moins x par l'expression de f, puisque ln de 1 sera moins ln de a, alors ça donne juste moins f de x. Donc, on en conclut donc f est ampère. Régime 2, étudier les variations de f et tracer sa courbe représentative. C'est un plan muni d'un repère orthonormé OIJ. D'accord, on va gentiment chercher l'expression de la dérivée de f sur DDF, puisque c'est dérivable sur DDF. On calcule sa dérivée, puis on va simplifier ça. On met en dénominateur. Les deux vont simplifier, il va juste rester ça. On va chercher le signe de ce produit, le facteur. Si c'est un élément de moins 1, en même temps 1 plus x c'est 1 moins x, strictement plus loin que 0. Donc f' de x est strictement plus loin que 0, donc f est croissante sur DDF. On a ça de rempli. Maintenant, on va chercher les limites au bornes de l'ensemble de définitions et en même temps pour moins 1 et pour 1, on va trouver un infini. On déduit donc CF admet deux asymptotes verticales d'équation x est égal à moins 1 et x est égal à 1. On fait le tableau de variation de f. Donc on trace la courbe de CF. On met le vecteur orthonormé, les asymptotes verticales et on met la courbe. On passe à la question suivante. On demande de calculer en centimètres carrés l'aire du domaine blanc compris entre la courbe, l'axe des abscisses et droite d'équation x égale à 1 et x égale à 0. D'accord, on va calculer cette aire. Donc c'est juste donné par la valeur absolue de cette intégrale. On va faire une intégration de partie. F on va la dériver et x on va la primitiver. On a ça, le membre de droite, on va juste multiplier par 1,5 pour avoir la forme u' sur u. Après on prend entre 0x et on simplifie. Bon, puisque l'expression est positive, on peut enlever la valeur absolue. Et l'unité d'aire c'est donné par 4 cm². Parce que la norme de i c'est 2 cm², la norme de j c'est 2 cm². Bon, j'ai oublié de le préciser, mais c'est 2 cm². Et après, on peut déduire l'aire demandée. Question 4. Montrer que f est une bijection sur R. Et de déterminer l'application réciproque f-1 de f et de tracer sa courbe représentative dans le repère précédent. D'accord. F est continu et croissant sur DDF, donc d'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de moins 1 vers f de moins 1 qui est juste R. Déterminons sa bijection réciproque. On peut que c est égal à m avec x un élément de DDF et m un élément de R. f de x est égal à m, c'est équivalent à ça. On multiplie par 2. On applique la fonction exponentielle des deux côtés. Là, on va isoler la partie qui contient x en inverse. Puis on va tirer x. C'est x qui nous intéresse. On réduit au dénominateur. On simplifie. On a la solution de x, donc on en déduit la solution de f-1. f-1 de x, c'est juste e de 2x moins 1 sur e de 2x plus 1. On va tracer la courbe. On met les asymptotes. La droite d'équation y est égale à x, puisque les deux courbes sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Ça, c'est de fait. Maintenant, on passe à la question 5. On demande de montrer cette relation. Bon, on va en premier temps exprimer le dénominateur et après le numérateur aussi. On utilise l'expression de f, puis on
seulement le dénominateur, on ne touche pas. On développe le numérateur, puis on va réduire le numérateur. Ça va se simplifier à ça. Maintenant, on va exprimer le dénominateur pour avoir une première relation. Et on va, de l'autre côté, chercher l'expression de f-1 de a plus f-1 de b. On réduit au même dénominateur. Le numérateur, on va le simplifier. Le dénominateur, on remarque qu'on a le même dénominateur que précédemment. On ne va pas le développer, on va le laisser comme ça. Le numérateur, on va le simplifier. Ça va se réduire à ça. Maintenant, on va remplacer le dénominateur par l'expression de i qu'on a démontré précédemment. Ça va nous donner ça. Bon, après les deux vont simplifier. Et on remarque juste que l'expression de droite c'est f-1 de a plus b. Donc on remplace par f-1 de a plus b. On tire f-1 de a plus b. Donc on en déduit l'expression demandée. Montrer que s'il existe un réel c tel que h de c est égal à 1, ou bien h de c est égal à moins 1, alors h est constante. D'accord. Et on suppose dans la suite que h n'est pas constante. Donc pour tout a et c appartenant à un carré, h vérifie la relation demandée. S'il existe un c appartenant à R tel que h de c est égal à 1, ça veut dire que h a plus c est égal à 1. Pour l'autre, si c'est moins 1, h a plus c, ça va donner moins 1. Donc quoi qu'il en soit, ça va donner une constante. Si vous voulez, vous pouvez poser a plus c est égal à x, ça va donner f de x est égal à 1 ou bien f de x est égal à moins 1. Quoi qu'il en soit, ce sera toujours une constante. D'accord. Question 2. Montrer que h prend toutes ses valeurs dans l'intervalle moins 1. D'accord. On remarque juste que h de x, c'est la même chose que h de x sur 2 plus x sur 2. C'est égal à ça. On parle de l'identité remarquable a plus b est au carré. Ici on applique ça à h de x sur 2 et on va minorer h de x. On va minorer h de x par moins 1 et le majorer par 1. Donc les deux relations impliquent que h de x va forcément se trouver entre l'intervalle moins 1 et 1. On en déduit que h prend toutes ses valeurs dans l'intervalle moins 1. Question 3. On nous demande d'en déduire que h de 0 est égal à 0 et d'étudier la parité de h. H de 0 c'est la même chose que h de 0 plus 0. Qui donne ça. Ça veut dire que h de 0 vérifie cette équation. On met h de 0 en facteur. Ça, on le réduit en dénominateur. Ça veut dire que tout ce produit-là est nul. Ça veut dire que h de 0 est égal à 0, ou bien c'est moins 1, ou bien c'est 1. Mais puisque h n'est pas constante, donc forcément, la seule valeur possible, c'est 0. Donc h de 0 est égal à 0. Si x appartient à R, moins x appartient à R. Ça, c'est vérifié. De plus, h de 0 est égal à 0, ça veut dire que le numérateur est nul. Puisque le numérateur est nul, ça veut dire que h de x est égal à moins h et moins x. Bon, c'est juste la condition d'une fonction impaire combinée à la première relation vérifiée. Maintenant, question 4, on demande de montrer ça. On va faire ça par récurrence. Si n égale à 0, si on remplace des deux côtés, on aura 1. Donc la relation est vraie au premier rang. Maintenant, on va supposer que la relation soit vraie à un rang n, c'est-à-dire qu'on a cette relation de vérifier. Montrons que c'est le cas pour un n plus 1. En n plus 1, ça devait donner ça. Maintenant, on va remplacer ça par la relation de récurrence qu'on a supposée. Puis on va développer
va réduire et en utilisant la relation de vérifie H, on va substituer 1 plus Hx, Hnx dans l'expression. Puis on va factoriser par Hx plus Hnx. On réduit en dénominateur et on simplifie et on remarque que la relation est vraie au rang n plus 1. Donc, R par hérédité, c'est vrai pour tout entier naturel. Question 5. Maintenant, ils ont posé que A est égal à H de 1 et on demande de calculer en fonction de A, H de n pour tout entier naturel, puis pour tout entier relatif. D'accord. Maintenant, pour x est égal à 1, on va remplacer x par 1 par la relation de référence qu'on vient de montrer et on a ça. Maintenant, c'est H de n qu'on va chercher, on va factoriser par H de n. On tire H de n, maintenant pour tout entier naturel, on a l'expression de H de n. Maintenant pour les relatifs, d'abord, si n appartient à grand N, c'est vérifié. Maintenant si n est un entier relatif négatif, ça veut dire que moins n est un entier naturel. H de moins n, vérifie là-bas. Maintenant pour avoir H de n, on multiplie par moins 1. On aura la même chose quoi qu'il en soit. Donc pour tout n appartenant à z, H de n est égal à ax pour n moins 1 sur ax pour n plus 1. Peu importe si c'est négatif ou pas. Maintenant, pour la partie C, définissent la fonction g et indx. On demande de justifier l'existence de inx. D'accord. Les fonctions qui à tout x associent e de 2x moins 1 et e de 2x plus 1 sont définies et continues sur R+. De plus, e de 2x plus 1 est toujours différent de 0. Donc la fonction e de 2x moins 1 sur e de 2x plus 1 est définie et continue sur R+. Puisque le dénominateur est toujours différent de 0. Et que les deux sont continus, donc c'est continu. Puisqu'elle est continue, donc si on la met à la puissance n aussi, ce sera continu. Donc la fonction admet des primitives sur R, donc inx existe. Petit b, calculer I0 et I1. D'accord, pour le cas de I0, ça c'est facile, c'est juste l'intégrale de dt I1x. I1 par contre, ce sera beaucoup plus long. I1 de x est égal à cette intégrale là. C'est juste l'intégrale de g de dt. On va faire un changement de variable. U de t est égal à e de dt. On va exprimer dt en fonction de du. Et aussi les bornes vont changer. Donc I1 de x, cette intégrale, c'est juste la même intégrale que ça. On va mettre ça sous forme d'éléments simples en déterminant les réels a et b, tels que u moins 1 sur u facteur de u plus 1 est égal à a sur u plus b sur u plus 1. D'accord? On pose ça et on va déterminer les réels a et b. Par identification, a c'est moins 1 et b c'est 2, donc on va remplacer par les valeurs de a et b. Ça va juste donner ces intégrales là et on a la forme u' sur u. On va remplacer, on va réduire entre 0 et x, on réduit, puis on met tout sur le même ln, on multiplie par e de moins x et ça simplifie à ça. Donc c'est ça l'expression de I1 de x. Pour la question 2, on demande de vérifier que pour toute réalité g de t, t au carré est égal à 1 moins g' de t. G est dérivable sur R et pour tout t, on calcule l'expression de g' de t, puis on va factoriser par 2 de t. Tout ça va se simplifier, ça va se réduire à ça. Maintenant on va calculer g' de t moins 1, on réduit un dénominateur. On remarque que là-bas on a juste un carré et il s'agit du carré de g, enfin de l'opposé du carré de g, donc on en déduit la relation demandée. Petit b, on demande de montrer que tout
entier naturel n supérieur égal à 2, I et NDX vérifie cette relation. D'accord, on va sûrement utiliser la relation qu'on vient juste de démontrer. Maintenant, pour tout n plus grand que 2, I NDX, on peut casser ça en IN moins 2DX. Voilà. En G de puissance n moins 2 fois G de T retour au carré. On remplace G de T retour au carré par son expression. On a la forme I' fois I puissance n, on intègre et ça nous donne ça. On prend l'image entre 0 et x, ça va nous donner ça. G de 0 c'est 0, donc ça va juste simplifier ça. Donc on déduit la relation demandée. Pour la question 3, on demande d'en déduire que I de PDX est égal à ça et I de P plus de PDX est égal à ça. D'accord. Maintenant, concernant I de PDX, la relation qu'on avait démontrée c'était juste valable pour P plus grand que 2. Maintenant, si P est un entier naturel non nul, 2P est plus grand que 2, donc on peut utiliser la relation pour 2P. Maintenant, on va soustraire 2P moins 2DX. On va appliquer segment des deux côtés. À gauche, on a une somme télescopique. On fait un changement d'indice. À gauche, on va faire un changement d'indice. Et on va sortir les termes qui nous intéressent. Les autres vont s'annuler. Donc, il va juste rester I de PDX moins I0 dx. Le reste, ça s'annule. À droite, on ne touche pas la somme. C'est I de P qu'on cherche. Donc, I0, on le met à droite. Et puisque I0 c'est X, bah c'est X. On remplace par X. Et on déduit que I de PD c'est égal à X plus cette somme-là. La relation demandée. Concernant I de P plus 1 de X, c'est la même chose ici. On va soustraire I de P moins 1 de X. Puis on va appliquer la segment des deux côtés. Et on fera un changement d'indice aussi. Comme tout à l'heure, c'est une somme télescopique. C'est juste I de P plus 1 de X moins I1 de X qui va rester. Les autres vont s'annuler. La somme de droite, on ne la touche pas. On tire l'expression de I de P plus 1 de X, puisque I1 de X, on l'avait déjà calculé. On tire juste ce qu'on nous a demandé. Et ça, c'est des faits. On passe à la question suivante. On demande de montrer que on a cette inégalité-là. D'accord. Et d'en déduire que la suite I de P est convergente et de préciser sa limite. Bon, on va juste reprendre la dérivée de G. C'est juste pour montrer que G est croissante, puisque la dérivée va strictement être plus grand que 0. G est croissante sur R. Donc si T et X sont strictement plus grands que 0, T que T est plus petit que X, on a cette inégalité. Maintenant on multiplie plutôt la puissance de P, puis on intègre entre 0 et X. Au milieu, on reconnaît juste l'expression de I de PDX et à droite, puisque ça ne dépend pas de T, ça va juste donner X fois G l'expression de P. Donc la relation demandée. L'inégalité est bien vérifiée. D'accord, concernant la limite de I de P, on a bien cette inégalité. La limite de 0 c'est 0 concernant G de X. Concernant G de X, en même temps, le numérateur et le dénominateur sont strictement plus grands que 0 et le numérateur plus petit que le dénominateur.
Donc la valeur absolue de g de x est plus petit que 1. Donc la limite quand p tend vers plus l'infini de g de x puissance 2p, c'est 0. Les deux tendent vers 0, donc d'après le théorème des gendarmes, la limite quand p tend vers plus l'infini de i de p plus i de p de x est égal à 0. Donc la suite i de p de x converge vers 0. Question 4. En utilisant la première relation de 3 en posant x égale à f de u, montrer que pour tout u fixé de 0, 1, cette suite-là a pour limite 0. D'accord. F est croissante sur d de f de plus f de 0, c'est 0. Donc pour tout x de 0, 1, f de u est strictement plus grand que 0. Donc d'après 3a, pour x est égal à f de u, i de p de f de u est égal à f de u plus cette somme-là. Maintenant, g de f de u, on va calculer ça en remplaçant par l'expression de f dans la partie a. Bon, avec le e et l'exponentielle, ça va juste simplifier. On va nous rester ça, on va gentiment tout réduire et ça va juste donner u. Donc g de f de u c'est u, donc i de p de f de u est égal à f de u plus u puissance 2k moins 1, le tout sur 2k moins 1, plus la somme, je veux dire. Mais puisque i de p de f de u est égal à 0, la limite, donc la limite de la suite qu'ils ont dit aussi, elle vaut 0. D'accord, on doit déduire que cette somme infinie va tendre vers 1 demi ln de 2. Bon, concernant 1 tiers, ça appartient à 0,1. Donc, pour 1 tiers aussi, la limite vaut 0. Or, si cette limite vaut 0, ça veut dire que cette somme-là va tendre vers f de 1 tiers. En calculant f de 1 tiers, on va trouver 1 demi de ln de 2. Donc, cette somme infinie va bien tendre vers 1 demi de ln de 2. On peut enlever le segment si on veut et dire que cette somme infinie va tendre vers 1 demi de ln de 2. Eh bien, voilà. Nous voilà au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous a été instructif. Eh bien, moi je vous dis à bientôt.